Salut les amis. Salut. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Mika, je suis réalisateur chez Cabochard. Aujourd'hui je suis accompagné de Nino. Présent. Qui est réalisateur aussi et directeur de production. Et notre ami Pierre, cadreur, monteur, droniste et évidemment dealer de comté du Jura. Aïe, ouais, il est connu comme le loup blanc dans le Jura avec le comté. Ouais. Voilà, on complète les fins de mois. On est là aujourd'hui pour vous parler des différentes étapes à suivre pour réaliser un film promotionnel. Alors un petit peu de contexte, peut-être Nino, est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est un film promotionnel? Ouais, très rapidement, un film promotionnel pour les entreprises, c'est la valorisation de l'entreprise en elle-même, donc les valeurs de la marque par exemple, expliquer des services, promouvoir les locaux d'une entreprise, montrer les salariés, ou alors ça peut être aussi tout simplement la promotion d'un produit en lui-même. C'est vrai que depuis maintenant de nombreuses années, les entreprises passent par cet outil-là, qui est la vidéo, pour promouvoir leurs services et c'est devenu, on va dire, monnaie courante pour la plupart des entreprises. Ouais, c'est clair, je vous ai sélectionné quelques chiffres. D'après une étude de Google, 50% des 18-34 ans déclarent arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire pour regarder une vidéo de leur marque ou influenceur préféré. Il y a une autre étude relayée par le site HubSpot, 50% des internautes recherchent des vidéos liées à un produit ou un service avant de se rendre en magasin. Et d'après une étude relayée par Wisehall, 80% des spécialistes du marketing affirment que la vidéo a augmenté le temps de visite sur leur site web. Merci Nino pour ces éléments. Merci à toi. De contextualisation. Merci. Prise Playmobil. Ravi de t'avoir vu. La main moite. Toujours. La main moite. Allez, sans plus attendre, on vous révèle maintenant les 5 étapes pour réaliser un bon film promotionnel. L'étape numéro 1, donc bien définir ses objectifs. C'est une étape assez importante que tout le monde ne se rend pas forcément compte quand il démarre un projet vidéo. Déjà, c'est important de se poser la question de la cible, évidemment, à qui on s'adresse dans la vidéo. Quel ton on va employer, quel message on va vouloir donner et aussi où est-ce qu'on va diffuser le film. Parce que tu vas pas faire le même type de film, choisir le même format en fonction de l'endroit où tu vas le diffuser, tout simplement. Surtout si c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va très très vite. Les spectateurs, ils veulent avoir un truc immédiatement, au bout de 5 secondes, si t'as pas capté l'attention. Et c'est mort, les gens ils passent à autre chose. Donc vraiment l'introduction des vidéos, si c'est pour les réseaux sociaux, faut bien la soigner, bien réfléchir à ce qu'on va dire. Et puis voilà, c'est déjà pas mal déjà de se poser, de définir tous ces points-là, de tout réunir et puis de se dire pourquoi je fais cette vidéo. Ces points-là et ces questions qu'on va poser généralement aux clients pour bien cadrer le projet, savoir où on va et puis quel format aussi on va proposer. Soit on va partir sur du motion design, soit de l'interview, soit de la publicité. Donc voilà, c'est une étape qui est primordiale et hyper importante. Je vous propose de passer tout de suite à l'étape numéro 2, l'écriture du scénario. Nous voilà dans l'étape de l'écriture du scénario. Alors, on assimile souvent scénario au dialogue, c'est vrai, mais en fait, c'est pas que ça. Moi, en général, ce que je fais, je me fais un tableau à colonnes, tout simplement. Donc, je remplis une colonne, tout le contenu prévisionnel des interviews. Ensuite, je vais remplir dans une autre colonne la voix off. Et troisième colonne, hyper important, je vais écrire tout ce qui va se passer à l'image, en fait. Voilà, chaque chose qui va se passer à l'image, je vais le détailler dans cette troisième colonne. Ça va permettre évidemment de se projeter dans le film et ça va nous permettre aussi, de pouvoir s'organiser sur le tournage. Et au niveau de la voix off, essayez toujours de faire des phrases hyper courtes pour que ça ait de l'impact évidemment et pour savoir à peu près combien de temps le film va durer, tout bête, vous chronométrez et vous lisez à voix haute la voix off pour savoir à peu près combien de temps votre film, en tout cas ce qui concerne la voix off, va durer. Très bonne technique et important à faire. Et toi Pierre, il me semble que tu fais du storyboard aussi. Un petit peu, de temps en temps. Ça dépend des projets parce que tous les projets ne nécessitent pas forcément un storyboard. Pour ceux qui connaissent pas, le storyboard, c'est une sorte de bande dessinée, pour faire simple, avec plein d'infos. Donc on va déjà dessiner chaque plan et on va avoir plein d'infos de cadres, de mouvements, même de caméra, plein de choses qui vont nous permettre de se projeter en fait sur la réalisation d'une séquence et puis de faire des choix également dans le même temps. Ça nous sert à nous avant le tournage et même pendant le tournage, mais ça sert aussi aux clients à mieux se projeter et à voir un petit peu à quoi va ressembler le film final. Et ça nous permet aussi du coup de faire des choix de matériel, savoir si on va utiliser tel ou tel objectif, comment on va éclairer un petit peu les choses. Ouais, c'est ça, c'est l'anticipation. Plus on va mettre d'informations sur la mise en scène au niveau du scénario et du storyboard, plus on sera prêt pour tourner dans de bonnes conditions finalement.
Quand tu penses le film, des fois au début ça peut être un peu flou, petit à petit ça se précise. Le storyboard c'est vraiment une manière de mettre dans le marbre, dans le papier finalement, les idées quoi. Ouais, t'as raison, moi des fois j'ai des idées en tête et je commence à les écrire, à les mettre en scène, à les dessiner et là finalement je me dis mais non, je vais plutôt le faire de cette façon. T'as raison, ça aide vachement aussi à faire évoluer son scénario dans le bon sens. Ouais. C'est une grosse étape de réflexion, c'est vrai. Je vous propose de passer tout de suite à l'étape 3. Donc l'étape 3, c'est la pré-production et la gestion de projet. On passe tout de suite à l'étape 3. Nous voici à l'étape 3, donc la préparation du tournage ou la gestion de projet, autrement dit aussi la pré-production. Alors cette étape, elle est très importante encore une fois, parce qu'on va se caler avec le client sur la date de tournage, on va aussi voir qui on met sur quel poste, soit des intermittents, soit des freelances, ou alors des personnes en interne. On va aussi éditer les contrats pour les intermittents, faire une feuille de service aussi qui va nous permettre de répertorier toute l'organisation du tournage. Et puis enfin aussi sélectionner le bon matériel, les bonnes caméras, les bons optiques et la lumière aussi pour partir en tournage. Moi je suis un peu le psychorigide de l'organisation du tournage. Moi je me fais toujours, pratiquement systématiquement un découpage technique. C'est encore un tableau à colonnes. Je passe pas ma vie à faire des tableaux à colonnes, quoique. Un petit peu. Et du coup, dans ce tableau, tout simplement, je vais décrire en fait encore une fois chaque plan. Je vais les numéroter et du coup, ça va me permettre de m'organiser sur la logistique et le planning de tournage pour qu'on puisse rentrer tous les plans qu'on a besoin de faire dans la journée. Et découpage technique, franchement, faites-le. C'est un document qui va vous être utile autant au tournage qu'au montage. Et toi Pierre, alors au niveau de la préparation du matériel, ça se passe comment de ton côté ? Mais du coup, avant chaque tournage, on repasse sur tout le matériel qu'on va utiliser pendant le tournage. Ça concerne tout ce qui est optique, tout ce qui est objectif, caméra, lumière, réglage des caméras, etc. C'est des choses qui peuvent paraître assez basiques, mais si on les fait pas à ce moment-là, si on prend pas de l'avance, ça peut nous faire perdre beaucoup de temps. Moi, t'es obligé de tester forcément le matériel avant de partir en tournage, c'est clair. Il suffit qu'il y ait un petit truc qui marche pas, et puis sinon après tu perds des heures. Des fois, rien du tout, juste un trépied, il manque la semelle. Il manque la semelle. Classique, on connaît tous le coup de la semelle. Et on peut pas utiliser le trépied. Des choses des fois basiques, mais voilà, c'est pour ça qu'on a une checklist. Et une fois que c'est fait, on peut partir les yeux fermés. Le lendemain en tournage, on est plutôt tranquille. On passe sans plus attendre à la partie et à l'étape numéro 4, le tournage. Et nous voilà à l'étape 4, donc, qui est le tournage. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire, comment on se prépare, avec quel type de matériel surtout on va en tournage, Pierre ? Alors, on a plusieurs types de caméras. C'est vrai que celle qu'on utilise le plus souvent pour des prestats type corpo, ça va être des caméras assez maniables, faciles d'utilisation aussi, qui s'installent rapidement, etc. Après, on va pouvoir les mettre sur trépied, comme ici pour ce setup. On va aussi pouvoir les mettre sur stabilisateur pour faire des mouvements plus fluides. Des travelling, donc. Voilà, des mouvements type travelling, suivi de personnes, etc. Vous avez plusieurs types d'échelles de plans que vous pouvez faire. Donc vous avez, alors on va pas tous les faire en revue, mais les principales, les plus importantes à connaître. Donc vous avez le gros plan, vous avez le plan poitrine, qu'on fait régulièrement en général en interview, assez classique. On a le plan taille, et ensuite vous avez le plan américain. Donc plan américain, en fait, c'est juste en dessous de la ceinture. Et ensuite, le plan d'ensemble ou plan large, où on va voir un grand plan de situation, comme ce qui est le cas ici sur le plan large. Voilà. Je pense que c'est déjà bien comme notion de base. Faites bien attention aussi à faire votre point, histoire que l'image soit nette et que le sujet que vous filmez soit net. Évitez aussi les contre-jours, ça va être difficile à rattraper. Puis au niveau du cadrage, il faut aussi décentrer. Sur une interview, je parle, il faut aussi décentrer sur un tiers de l'image. La personne que vous allez interviewer, c'est important aussi. Qu'il n'y ait pas trop d'air au-dessus. Ouais, pas trop d'air, mais pas non plus... Enfin, faut pas que ce soit casquette, comme on dit. Au niveau du son aussi, important. Sur les prises de son, il faut vraiment faire attention à filmer dans un environnement sonore calme, où il n'y a pas de travaux, où il n'y a pas de problème. Faites bien éteindre aussi les portables pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Après, si vous êtes dans un environnement sonore calme, déjà, normalement, la prise de son, elle va bien se passer. Pensez à vous munir de matériel comme nous aujourd'hui, des micro-cravates. Surtout qu'on le sait, de plus en plus de vidéos se tournent maintenant avec des téléphones portables qui peuvent avoir des belles qualités d'image. Mais par contre, l'enregistrement sonore du téléphone portable, vous pouvez oublier. Clairement, ça, c'est toujours pas du tout adapté. Donc prévoyez d'avoir du matériel à côté pour les prises de son et type micro-cravate quand c'est pour une interview, ça marche très bien.
L'éclairage aussi, c'est super important. C'est vrai qu'on a tendance à négliger ça, surtout quand on commence dans la vidéo. On peut pas filmer quelque chose de mal éclairé, de pas beau, et rendre ça joli au montage, en post-production. Ouais, ça marche pas, ça. Voilà, il faut nécessairement que ce qu'on filme soit déjà le plus beau possible. Je pense que 90%, 95% de la beauté d'une image, elle se fait au moment où on filme, quoi. Il faut que la lumière soit belle déjà de base. Il faut au moins avoir un minimum de projecteurs, et puis si on n'en a pas, tourner dans un environnement lumineux, et surtout pas contre-jour, forcément, surtout si on n'a pas d'autres sources de lumière. On passe tout de suite à l'étape numéro 5, qui suit, forcément, la post-production. Eh ouais. Et nous voici à l'étape 5, donc la post-production, autrement dit le montage. Pierre, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Quel logiciel par exemple tu utilises? Alors on est sur la suite Adobe, donc c'est Premiere Pro pour le coup qu'on utilise pour faire le montage. On l'utilise de pair un petit peu avec After Effects parce qu'on va régulièrement aller sur ce logiciel pour faire des synthés, des titrages. Tout ce qui est synthé, ça va être l'affichage du nom, prénom, fonction de la personne au moment où elle parle. Des animations de titrage simples, quoi, qui sont régulièrement demandées pour des films promotionnels, dès que tu as des interviews. Ça peut aussi servir pour autre chose, de l'animation de logo, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est ces deux logiciels-là qu'on utilise le plus souvent. Finalement, il y a une étape très importante auquel on n'a pas forcément pensé tout de suite, mais c'est avant de commencer le montage, avant de commencer à assembler des plans, il y a l'étape de dérochage aussi, très importante. Alors c'est vrai qu'il y a une étape de dérochage qui s'apparente à du tri en fait. De toutes les images qui ont été faites, il peut y avoir plusieurs caméras aussi qui ont filmé sur plusieurs jours en plus, etc. Donc ça va être tout le tri en fonction de ça aussi. Et l'idée, ça va être déjà d'enlever tout ce qui ne sera pas utilisable, des plans poubelles un peu comme on dit, des plans mal des éclairés, plans qui servent à rien, mal éclairés, des faux recs, des choses comme ça. On va pouvoir enlever tout ça et garder que ce qui va être utile au montage. Même pour l'étalonnage, il t'arrive d'utiliser un autre logiciel aussi. L'étalonnage, c'est la gestion des couleurs, de la qualité d'image, de la saturation, du contraste, pour sublimer l'image. Alors on va avoir plus ou moins besoin d'étalonner en fonction du projet, en fonction du profil d'image qui a été choisi sur la caméra. Il y a certains profils d'image qui vont nécessiter quelques retouches qu'on va pouvoir faire même directement sur le logiciel. Premiere Pro propose des fonctionnalités de retouche comme ça. Et si on veut travailler un étalonnage un peu plus poussé, on va aller directement, nous, sur DaVinci Resolve. On va faire le pont entre Premiere Pro et ce logiciel, qui est très puissant pour gérer tout ce qui est étalonnage, en l'occurrence. Merci Pierre, très clair tes explications. Du coup, pour résumer en gros, grosso modo, donc le montage, première étape, dérochage. Deuxième étape, montage, en général nous c'est sur Adobe Premiere Pro. S'il y a besoin de titrage, d'effets spéciaux, de choses spécifiques, After Effects. Exactement. Et étalonnage DaVinci. Voilà, DaVinci Resolve, exactement. C'est déjà pas mal. DaVinci, faut le dire. DaVinci Resolve. Comme ça, ouais. Le Resolve, il était un peu... DaVinci Resolve. Il est resté français, le Resolve. Voilà, c'est ça. On n'a pas parlé du son. Toi, tu fais le mixage son sur Premiere Pro? Tout sur Premiere Pro. Ouais, tout sur Premiere, ouais. Très important, toujours le son. Pareil, au montage, c'est pareil. C'est 50% du film, le son. Vraiment, prenez le temps de faire un vrai mixage son. Ne vous concentrez pas juste sur l'image. Est-ce qu'on essaye de se lancer un peu sur les tips, les petites choses à savoir pour le montage? Déjà, en général, pour les films promotionnels, dans la plupart des cas, c'est dynamique, un montage dynamique. Essayez d'avoir des courtes durées de plans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le format du film, déjà, généralement, va être plutôt court, quoi, Ouais, adressé généralement digital aux réseaux sociaux. De plus en donc plus, ça demande quand même un montage, comme tu le disais, qui soit quand même assez rythmé. Mettez-vous toujours dans la peau du spectateur, c'est pas facile, mais quand on passe des heures, des jours sur un montage, il faut prendre du recul, laisser reposer un peu et revoir son montage et se demander si le spectateur, il va vivre le film de la même manière que nous, on espère qu'il va le vivre, en fait, tout simplement. Il faut qu'il comprenne ce qu'on a envie de lui transmettre à travers le montage. Ce qui est intéressant aussi, important, je trouve, en montage, c'est d'avoir des cassures de rythme. On peut attaquer le film avec, par exemple, des plans drone où on a un rythme plutôt lent, où on contextualise l'action, et puis d'un coup, après, on rentre très rapidement dans un montage hyper rythmé. On revient sur quelque chose d'un peu plus lent, peut-être avec des interviews, des plans d'illustration où on explique quelque chose. Et donc voilà, faire vivre son montage, c'est aussi casser le rythme, comme je dis, comme j'aime bien le dire, casser le rythme au niveau des différentes séquences, comme sur un long métrage où on va avoir des séquences qui sont très rythmées, d'autres où on calme un peu le rythme. Si c'est tout le temps la même chose, même si c'est très rythmé,
au bout d'un moment, il va y avoir un ennui qui va se créer. Et donc, les cassures de rythme, ça permet de maintenir l'attention, ça c'est certain. C'est les montages qui vont être binaires où on a toujours 2 secondes de rush, 2 secondes de plan, 2 secondes de plan, et c'est tout le temps le même montage, c'est tout le temps le même rythme. Ça à éviter parce qu'on va endormir le spectateur au bout de 20-30 secondes, on perd le spectateur si on n'a pas rythmé le montage. Bah merci les gars, en tout cas c'était super instructif. Merci à toi. Maintenant on sait comment réaliser un bon film promotionnel en 5 étapes. Merci à vous, j'ai envie de vous faire plein de bisous. Des bisous. Et des bisous à vous aussi, merci de nous avoir suivis les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout entre temps, abonnez-vous. A plus. À bientôt. Ciao.